Aujourd'hui, je te parle de tous les livres que j'ai lus en janvier. Donc ça fait pas mal de livres, c'est vrai que je crois que j'en ai lu à peu près 14. Je les ai tous appréciés pour certaines raisons et certains j'ai moins appréciés pour d'autres et je vais vous expliquer ça. Je vais essayer de vous en parler à peu près dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Je crois que c'est à peu près juste, mais je vais voir si je m'en souviens bien. J'ai commencé l'année avec Un soir d'été de Philippe Besson qui nous raconte l'histoire de 5 adolescents en vacances à l'île de Ré et tout d'un coup il y a un tragique accident qui va arriver. C'est un peu l'histoire d'adolescents qui tout d'un coup sont plongés dans l'âge adulte quand ils sont vraiment mis face à une véritable tragédie. C'est vraiment pas mal, ça se lit bien. C'était le premier livre de Philippe Besson que je lisais et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je suis tombé sur un ovni, Le bateau blanc de Xavier Bouvet, qui est publié chez une petite maison d'édition qui s'appelle Le bruit du monde et j'ai adoré. Ça raconte un épisode historique qui s'est passé en Estonie. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'Estonie s'est fait envahir tour à tour par les Russes, puis par les Allemands, puis de nouveau par les Russes. Et elle a vraiment eu de la peine à garder son indépendance. Au moment où les Allemands sont partis en 1944, il y a un petit groupe qui a formé un gouvernement secret qui avait pour but de déclarer l'indépendance au moment où les Allemands quittaient la capitale et quand les Russes n'étaient pas encore arrivés dans la ville. C'est le premier roman de Xavier Bouvet et j'ai vraiment adoré. J'ai même été invité par l'Estonie pour faire un peu un tour de la ville, un tour de l'histoire. Le gouvernement estonien nous a fait faire un petit tour à moi et à quelques journalistes des différents endroits où l'histoire s'était passée, histoire un peu de mieux comprendre l'histoire de l'Estonie, la culture estonienne. C'était super intéressant et ça a vraiment rajouté toute une dimension à ce livre. Ouais, je vous le recommande vivement, c'était vraiment une lecture super intéressante sur un pays que je ne connaissais pas du tout. Ensuite, j'ai enchaîné avec Celui qui a vu la forêt grandir de Lina Nordquist. Ça, c'était un livre aussi assez intéressant. C'est l'histoire d'une femme qui pratiquait des avortements, qui se retrouve obligée de fuir son village natal et qui va vers le sud avec son compagnon et son fils. Et c'est l'histoire un peu d'une famille qui essaye de survivre dans une forêt qui est ardue. Donc c'est clément l'été, mais l'hiver c'est très difficile, il n'y a pas beaucoup de nourriture. Et c'est tout un combat de la survie, de construire un foyer, de trouver à manger. Il y a toute une résonance avec un temps qui est au présent, où là on voit le fils qui est devenu plus vieux et qui lui aussi a des secrets de famille, des choses à raconter. C'est un roman qui est très sombre et qui a d'ailleurs été élu le meilleur roman de l'année en Suède en 2022. C'est solide, mais moi ça m'a plu. C'est vrai que c'est assez sombre, donc il faut vraiment être préparé à ça. Ensuite, j'ai enchaîné avec le prix Nobel de littérature 2023, si je ne m'abuse, John Fosse, ou Jon Fosse comme on dit. Et j'ai lu Rêve d'automne pour parler d'une pièce de théâtre que j'allais voir à la Comédie de Genève. Rêve d'automne, c'est une pièce assez intéressante parce qu'il n'y a pas d'indication au niveau des changements de temps, des changements de scène. Les gens, ils entrent et ils sortent et il n'y a pas toujours tout qui fait du sens et on ne se rend pas forcément compte des fois des sauts de temps qu'il peut y avoir. C'est un peu comme dans un rêve où tout ne fait pas toujours de sens, on passe d'une situation à une autre sans vraiment s'en rendre compte. Le temps passe d'une manière pas forcément linéaire. C'est super intéressant, j'ai vraiment beaucoup aimé lire cette pièce. J'ai pas encore lu les 3 autres pièces du livre, mais je pense que je vais le faire bientôt. C'est un écrivain que je connaissais pas du tout et que je me suis dit que c'était cool de découvrir, notamment depuis qu'il a le prix Nobel, histoire de voir pourquoi il a eu ce prix Nobel. Donc, très intéressant. Ensuite, j'ai dû lire un livre de littérature suisse pour la radio suisse. Et c'est Florian Forestier, Un ciboulot bleu. Ce livre, il va plaire à tous les gens qui sont fans de montagne. C'est l'histoire d'un narrateur qui est autiste, il me semble, en tout cas qui a ses propres difficultés relationnelles, et il se fixe l'objectif de gravir le Cervin. Mais le Cervin, ça ne se gravit pas tout seul. Il doit commencer par faire plusieurs entraînements. Il va commencer par mandater un alpiniste italien pour l'entraîner, et il va faire un peu la connaissance de différents alpinistes. Et ça va être un peu une exploration de la nature. Il va nous parler des montagnes en Suisse. Il va nous parler de l'alpinisme, de cette soif du danger. Et c'était un roman qui, au début, m'a un peu énervé parce que j'aimais pas forcément la manière de raconter de l'auteur. Et aussi, il avait toujours tous ces petits états d'âme. Enfin, il a pris plein de décisions que j'aurais pas prises à sa place. Mais au final, une fois qu'on termine le livre, on se rappelle surtout de cet univers des alpinistes. Tout un univers que je connais assez mal. Et il y avait plein de références au Seigneur des Anneaux, aux Belles Vallées, etc. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, beaucoup du Seigneur des Anneaux a été inspiré par les voyages de Tolkien en Suisse. Il le dit dans quelques lettres qu'il adressait à des amis. Et c'est assez intéressant, je trouve. Du coup, on replonge un peu là-dedans et j'aime bien un peu, ça fait comme une boucle bouclée de voir que lui aussi, ça lui rappelle les paysages du Seigneur des Anneaux. Un livre vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé. Après, on arrive sur une déception, c'est Fabriquer une femme de Marie Darrieussecq. Et j'ai vraiment pas aimé. C'est vrai que c'est le premier livre que je lis de l'autrice. Et de A à Z, ça m'a vraiment pas plu quoi. On a l'histoire de 2 filles. Donc on a l'histoire de Rose qui a une famille toute propre, pour qui tout va bien, qui a ses propres tracas de la vie, avec son copain qu'elle n'est pas sûre d'aimer, etc. Mais au final,
on n'est pas vraiment très concerné par ces soucis un peu d'adolescent en soi. Et d'un autre côté, on a Solange qui tombe enceinte très vite et qui est forcée d'avoir un enfant assez vite aussi et qui rêve de devenir actrice. Ce que j'ai peut-être trouvé intéressant, c'est que d'abord on voit l'histoire du point de vue de Rose et ensuite on voit l'histoire du point de vue de Solange, ce qui est intéressant pour certaines situations d'avoir ce renversement de point de vue. Mais sinon, j'ai trouvé le livre pas très bien écrit, les sujets pas super intéressants, bref, je le recommanderais pas tout à fait. C'est un peu une déception pour moi. Après, j'ai lu Le métier de lire, que j'avais déjà commencé l'année dernière en fait. C'est une interview de Pierre Nora qui interroge Bernard Pivot sur son métier qui était de lire. Du coup, c'est toute l'émission Apostrophe et l'émission Bouillon de culture. Et on apprend plein de choses sur les différents écrivains, la manière dont ils préparaient ses émissions, combien de temps il passait à lire tous les jours, comment est-ce qu'il a lancé des livres, comment est-ce qu'il a accueilli des personnalités totalement uniques dans l'émission et plein de petits secrets comme ça qu'on n'aurait pas forcément appris d'autres sources que Pivot lui-même. Et c'est super intéressant pour tous les fans de l'émission ou tous les fans de la littérature. Je pense que ça va vous plaire. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Super intéressant. Ensuite, j'ai voulu continuer mon exploration du bruit du monde avec La maison de mon père de Ákos Verbossi. Verbossi, je crois que ça se dit comme ça. Et ça, c'est intéressant. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est parti de la Hongrie à l'âge de 11 ans environ pour le Canada en suivant sa mère et son nouveau mari. Et il revient périodiquement en Hongrie pour voir des amis, voir quelques membres de sa famille. Mais ses visites, elles s'espacent de plus en plus. Et il revient à ce moment-là à la mort de son père et il se rappelle un peu de comment était son père, de la relation distante qu'il a eue avec lui. Il se rappelle de la Hongrie, il se rappelle de ses amis, il va visiter pour la dernière fois des membres de sa famille. Il se doute un peu qu'il va pas forcément revenir en Hongrie de sitôt et c'est un peu comme un adieu à son pays d'origine et aussi une lettre presque de pardon à son père qui, bien qu'il n'ait pas été présent dans sa vie, demeure son père et il n'y a pas de colère en lui. Et c'est vraiment un livre qui est doux, qui va vous introduire à la Hongrie et à Budapest plus précisément si vous ne connaissez pas. C'est vraiment une lecture qui est passée toute seule, qui est vraiment sympa. Je vous le conseille aussi. Ensuite, j'ai lu Une femme debout de Catherine Bardon, qui raconte l'histoire d'une militante pour la paix qui s'appelle Sonia Pierre. Donc, Sonia Pierre, elle est née dans un bataille qui est une plantation de canne à sucre et elle n'avait pas forcément les mêmes droits et les mêmes opportunités que tout le monde à la naissance. Parce que dans le bataille, les gens n'ont pas le droit de partir, ils sont mal payés, ils n'ont pas forcément accès aux soins, à de l'eau potable, à assez de nourriture. Donc en fait, on se rapproche pas mal de l'esclavage et pourtant, c'est des événements qui sont assez récents. Ça, c'est dans les années 60. Ce qui est intéressant, c'est que Sonia est très intelligente, elle va vraiment briller à l'école, recevoir une bourse, pouvoir aller étudier le droit à l'université. Et petit à petit, en étudiant, elle va se rendre compte de l'inégalité totale qui règne dans ce pays et de la triste manière dont sont traités les siens. Et elle va décider de se battre pour défendre leurs droits et leur donner une existence déjà légale et en plus améliorer leurs conditions. Donc c'est un livre, j'ai pas trouvé ça écrit d'une manière absolument rocambolesque, mais l'histoire est intéressante, je connaissais pas cette personne et c'est toujours assez inspirant de voir ces biographies, même si c'est une biographie romancée, de grands personnages, donc j'ai bien aimé. Ensuite, on passe sur un autre prix Nobel, je ne sais plus en quelle année elle l'avait eu, ouais, c'était 2018, Le banquet des épousses de Olga Tokarczuk. Ça, c'est assez intéressant parce que c'est l'histoire, en fait, c'est un livre qui reprend La montagne magique de Thomas Mann. Donc, pour vous raconter l'histoire, c'est l'histoire d'un gars qui va en Suisse dans une espèce de clinique pour se soigner et qui va avoir un peu de discussions avec d'autres hommes comme ça sur le monde, les femmes, etc. Et elle reprend cette trame de l'histoire tout en lui donnant un espèce d'angle féministe. Ce sera cette clinique pour hommes qui méprise les femmes et qui balance des théories dans tous les sens sur pourquoi la femme c'est inférieur à l'homme, pourquoi est-ce que eux ils sont en état de commander et pas elle, etc. Et elle reprend plein de propos misogynes qui sont d'auteurs différents et elle les remet dans la bouche de ces différents personnages. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Autant à la première lecture, j'ai trouvé le roman lent, j'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand-chose, je me suis un peu ennuyé, mais en réfléchissant, en lisant un peu plus sur le livre et en relisant quelques parties, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas mal. Et en plus, il y a toute une dimension un peu fantastique qui rajoute un peu d'épices au récit. C'est vraiment un livre qui est assez unique, donc j'ai trouvé un peu lent et un peu long. Mais c'est vrai que quand on arrive à un peu aller sous les couches du livre, on se rend compte que voilà, elle n'a pas eu son prix Nobel pour rien, qu'elle a vraiment une grosse connaissance de la littérature et qu'elle écrit des romans assez engagés. Le banquet des épousses de Olga Tokarczuk, je vous recommande vivement. Ensuite, ça, je vais le présenter en trilogie, parce que c'est une trilogie. C'est une trilogie de Philippe Besson qui commence avec Arrête avec tes mensonges, qui suit avec Un certain Paul Darégrand et qui finit avec Dîner à Montréal.
Donc dans ces 3 livres, on voit Philippe Besson qui se découvre un peu, notamment dans son homosexualité, dans sa vie amoureuse, et à chaque fois, il va tomber sur des hommes qui ont de la peine à assumer cette homosexualité, à assumer les sentiments qu'ils ont pour lui, et à chaque fois, ça sera des histoires d'amour qui seront malheureusement avortées, et on voit qu'il y a une vraie souffrance avec cette crise identitaire, ces hommes qui n'arrivent pas forcément à surmonter le regard des autres, à surmonter ce que les gens pourraient dire, et qui finissent par choisir une vie rangée, une vie parfois où ils se mentent, parfois où ils décident de suivre un peu un choix plus traditionnel. On a vraiment Philippe Besson qui se questionne déjà pourquoi est-ce qu'il tombe toujours sur des gens comme ça, et aussi il se rend compte petit à petit que peut-être qu'au final, vu que c'est lui qui les choisit tous, il a peut-être une attirance pour ces gens indisponibles. J'ai trouvé ça vraiment plein de poésie, c'est très intéressant. Je découvre encore un peu Philippe Besson en ce début d'année, mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé cette trilogie. En plus, c'est tout court, c'est des livres de 150 pages, ça se lit vraiment assez vite. Donc pour ceux qui veulent commencer par lire quelque chose d'assez facile, je recommande Philippe Besson. C'est bien écrit et en même temps, c'est pas trop difficile à lire. Donc c'est vraiment un plaisir. Même si j'ai peur que peut-être dans son œuvre, les thèmes soient retraités encore et encore et encore. Ça, j'ai pas vérifié. Mais j'ai trouvé cette trilogie vraiment pas mal. Et finalement, ma dernière lecture, c'est le dernier livre de Jean-Christophe Rufin qui s'appelle D'or et de jungle. Alors ça, c'était vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Le speech, c'est que les grandes entreprises technologiques, comme Facebook, Google, etc., elles ont toujours plus de pouvoir, toujours plus d'argent, mais ce qui les freine en ce moment, c'est peut-être les restrictions légales des pays. Il y a des études qui ne peuvent pas forcément être menées à bien pour des raisons éthiques, comme le rallongement de la vie, le clonage, des opérations sur la génétique, plein de choses comme ça qui sont jugées pas encore éthiques, qui ne seront peut-être jamais jugées éthiques dans beaucoup de pays. Et ils décident alors de faire appel à une agence pour lancer un coup d'État sur un pays, histoire qu'ils aient leur propre pays et du coup qu'ils puissent mettre en place leur propre législation et en soi faire absolument ce qu'ils veulent. Et dans ce roman, Jean-Christophe Rufin raconte comment ça pourrait être possible et j'ai trouvé ça assez bien documenté, assez réaliste. Et c'est vrai que ça pose une question sur déjà les fragilités de la gouvernance de certains pays et en plus la possibilité qu'une ou plusieurs entreprises saisissent le contrôle d'un petit pays. C'est assez effrayant et en même temps c'est un livre qui se lit très vite. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous le conseille si vous êtes intéressé par la géopolitique ou par les histoires un peu d'espionnage. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'était mes lectures du mois de janvier. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé vous-même des idées de lecture. Et je serais curieux de savoir si vous avez lu certains des livres que j'ai lus aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous me le dire en commentaire. Je suis curieux d'avoir vos avis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne lecture!